Mesdames, Messieurs, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, alors bienvenue à cette rencontre que l'Association nationale des anciens combattants de la résistance, Comité de Draguignan, vous propose ce soir, grâce au soutien remarquable et décisif de la municipalité de Draguignan. Monsieur le maire, vous retransmettrez toute notre gratitude à vos services. Il est réconfortant de voir une assemblée aussi nombreuse pour évoquer un fait historique, le 10 juillet 1940, dont il faut bien dire, beaucoup de nos concitoyens ont oublié la signification. Comment les blâmer ? C'est une date bien silencieuse dans les médias de toute nature, sauf peut-être sur une chaîne de désinformation continue que vous reconnaîtrez sans peine si je vous dis qu'elle se délecte du pétainisme flamboyant et se ravit d'accorder une tribune au bébé Laval d'aujourd'hui. De plus, on regrettera l'hypertrophie des programmes scolaires ne permettant pas à nos enseignants de trop s'attarder sur ce sujet. En revanche, à Draguignan, grâce à la manifestation du souvenir dédié à notre ancien maire Joseph Collomb, à l'initiative de la municipalité de Draguignan, conduite par son maire Richard Strambio, cette date du 10 juillet commence à prendre tout son sens. Et nous en avons la confirmation depuis peu, le 22 mars, si nous voulons être précis. Cet anniversaire se perpétuera. Commencée au pied de sa tombe, cette cérémonie se déroule maintenant dans la cour de la mairie. À l'évidence, de plus intime quoique solennelle, elle revêt aujourd'hui un caractère public dans le cœur de la cité. Pourquoi célébrer le souvenir de ce maire chaque 10 juillet ? Pour répondre, je citerai les propos de Pierre Miquel dans son ouvrage intitulé « Les 80 ». Et je cite : « Joseph Collomb, vieux républicain, maire de Draguignan, chassé par Pétain, devait mourir en 1946 en demandant qu'on inscrivît sur sa tombe « Il fut des 80 ». Une épitaphe bien énigmatique pour beaucoup de passants devant son tombeau. Nous espérons que la référence contenue dans une des dernières volontés de Collomb sera plus éclairante en fin de soirée. En effet, ce soir, c'est au devoir de mémoire que nous vous convions. Le devoir de mémoire ravivé, accompli chaque année, agit sur la vie collective comme une boussole. Une boussole qui nous indique que bien au-delà de ce devoir de mémoire, il y a un devoir de connaissance, encore plus indispensable puisqu'il donne son sens au premier. Un des objets de cette rencontre est donc de satisfaire cette exigence de connaissance, afin de nous amener à rester vigilants. Car il ne faut pas se mentir, nous le constaterons au cours de notre rassemblement, il s'agit aussi plus de l'avenir que du passé. Parce que la montée des périls s'amplifie dans une atmosphère de vichisme rampant qui se veut maintenant, aujourd'hui, triomphant. Parce que la haine de l'autre se déploie. Parce que ceux qui méprisent la démocratie, tout en voulant l'utiliser, nostalgiques de Vichy et falsificateurs de l'histoire, pourraient triompher par l'inaction des gens de bien. Deux éminents conférenciers, historiens, nous font l'immense amitié de leur précieux concours. Jean-Marie Guillon, est-il besoin de le présenter à Draguignan ?
Bien sûr, c'est un historien, professeur émérite des universités, on dit maintenant professeur honoraire, le temps passe, apparemment. C'est un docteur d'État, et son ouvrage majeur, parmi d'autres ouvrages intéressants, c'est La résistance barroise, un essai d'histoire politique qui est disponible sur Internet, n'ayant jamais trouvé un éditeur qui aurait quand même eu intérêt, et nous aussi, à ce que cet ouvrage fût publié. Ce n'est pas le cas, mais en tout cas, nous pouvons en disposer. Et un chercheur, Alexandre Chabert, qui n'est pas encore connu de toutes et tous ici, et pourtant il a passé beaucoup de temps à Draguignan. Non pas à boire de la bière dans les bars bien connus qui accueillent notre jeunesse, mais aux archives, puisque c'est un chercheur. Et c'est un chercheur qui est quand même professeur agrégé d'histoire. Il est enseignant à Sciences Po à Aix-en-Provence. C'est un chercheur doctorant à Sciences Po Paris. Voilà nos deux éminents conférenciers. Et moi-même, qui n'ai pas de grand mérite, si ce n'est que l'hérédité a fait que je sois là. Mais dans un premier temps, je crois que très rapidement, il serait peut-être intéressant que nous disions quelques mots de Joseph Colomb. Après tout, le connaître un petit peu peut intéresser le plus grand nombre d'entre nous. Colomb est né à Flyosque. Non, ce n'est pas un Dracénois, c'est un Flyosquais. Et grand voyageur, il est venu à Draguignan, comme tout bon provençal qui aime les voyages. Donc il est né en 1865. Son père est un ouvrier cordonnier, sa mère est une ouvrière cordonnière, qui deviendra accoucheuse plus tard. Il va quitter l'école, Joseph Colomb, à 12 ans. Son père décède, il devient soutien de famille. Dès le début de sa vie professionnelle, il sera représentant aux Dames de France, bien connu, il réalise que l'instruction non reçue par une sortie du système scolaire prématuré va lui manquer. Joseph est courageux, que va-t-il faire? Il décide donc de suivre les cours du soir à Flyosque. Les cours du soir, ce sont ce qu'on appelle, sous la Troisième République, c'est la Troisième République d'ailleurs qui les a mis en place, ce sont des cours pour adultes. Ces cours pour adultes sont mis en place à Flyosque par une jeune institutrice qui sort de l'école normale. Et oui, à la fin du XIXe siècle, existent les écoles normales d'institutrices, juste après les écoles normales d'instituteurs. Donc, il décide de suivre ces cours, et donc, il rencontre cette jeune institutrice, Eudoxie. Alors donc, Colomb ne sera pas uniquement sensible aux qualités pédagogiques de l'institutrice, ni non plus comblé par les compléments d'instruction qui lui seront prodigués, c'est inévitable. Il tombe amoureux, Eudoxie aussi. Donc, que fait-il? Il s'épouse. Voilà. 2 enfants vont naître de cette union, Frédéric et une fille, Aimée. Frédéric décide de s'engager volontaire pour la guerre de 14. C'est un garçon courageux. Il aurait pu éviter d'aller au conflit. Sa santé n'est pas excellente. Mais il va faire des pieds et des mains, il s'engage. Et quelques jours avant l'armistice, il décède. Ce sera un deuil très cruel pour la famille Colomb. Mais c'est ainsi. Lorsque Colomb décidera, comme dans beaucoup de villes et de villages en France, de faire ériger un monument aux morts, celui qui existe encore, près de la préfecture, au jardin Anglès, il imposera, non sans mal, mais il arrivera à l'imposer, qu'il y ait une inscription sur ce monument aux morts. Cette inscription, je crois qu'ici, nul ne l'a connue. Cette inscription, c'était « Aux enfants de Draguignan, victimes de la guerre ». Je crois que ça veut tout dire. Il y a là
beaucoup de pacifisme et beaucoup de douleur de ce conflit. Quand Vichy arrivera aux affaires, après une loi de 1940, mais je ne m'avance pas sur les dates, quand je me tourne vers les historiens, j'ai peur qu'ils me fusillent. Vichy arrivera, et que va faire Vichy? Bien sûr, on va rayer cette inscription qui est choquante, et on écrira aux enfants de Draguignan, morts pour la France. Il se trouve que cette inscription, c'est toujours la même. Nous vivons à Draguignan avec une inscription au monument aux morts qui date d'une décision d'une mairie vichiste, mais qui a aussi tout son sens. Ces enfants sont morts pour la France. Voilà. Sa vie professionnelle, le Colomb, eh bien, ça va être un commerçant habile. Il va monter 2 magasins. Un magasin de chaussures, ce magasin existe toujours, ce n'est plus des chaussures, c'est une agence immobilière. Vous direz, les agences immobilières, ce n'est pas ce qui manque dans notre cité. C'est bien d'ailleurs, ça montre du dynamisme. Cette agence immobilière est située face à notre théâtre. Et ce magasin existe toujours, dans la même configuration. Et un autre grand magasin qui s'appelle les Nouvelles Galeries, un titre, une appellation qui fera Flores bien après. Et ces Nouvelles Galeries étaient installées où maintenant il y a une boulangerie dont on nous dit que la mie de pain qu'elle fabrique serait très affectueuse. Vous avez compris, je veux dire. Alors, Colomb, c'est un homme politique. Et un homme politique, l'ami Caline, et donc c'est un homme politique qui va briguer de nombreux mandats. Mais il commence d'abord en adhérant au groupe socialiste révolutionnaire. Alors le groupe socialiste révolutionnaire, c'est le Parti socialiste révolutionnaire avant que ça ne devienne la SFIO. Au congrès du Globe, nos historiens nous diront à quelle date. Je pense que ça doit tourner autour de 1920, mais je ne suis pas certain. Bon. Et qui dirige ce groupe socialiste révolutionnaire? C'est un député de Draguignan, le député Allard. Alors je pense que le député Allard, vous êtes nombreux à le connaître, il a été particulièrement actif lorsqu'il s'est agi d'élaborer la loi de 1905. Toutes ces propositions ne seront pas retenues. Certaines étaient très, très fortes, bien évidemment, mais il jouera un rôle très actif. Il fera partie, en 1907, des gens qui seront déçus des aménagements qui seront apportés à cette loi, mais ça, c'est une autre affaire. Alors Colomb, lui, c'est 4 types de mandats: conseiller municipal puis adjoint, maire. Alors il sera révoqué par Vichy pour les lois de 40, je l'ai déjà dit, et je crois avoir lu dans un des travaux de Jean-Marie Guillon la phrase suivante: Vichy n'a pas eu la mémoire courte. Me semble-t-il que c'est une de vos citations. Donc, oui, vous l'avez écrit, hein, il ne faut pas nier. J'ai trouvé la phrase excellente, c'est pour ça que je la reproduis. Hein. Bon. Ensuite, il a été conseiller général. Alors, l'histoire est assez extraordinaire parce que lorsqu'il commence à être conseiller général en 1898, c'est le plus jeune de l'Assemblée. Et lorsqu'il finit ses mandats de conseiller général, conseiller départemental aujourd'hui, par parenthèse, conseiller général, en 1934, il en deviendra le vice-président, il sera le doyen d'âge. Comme quoi, la boucle est bouquée, il commence le plus jeune, il finit le plus âgé, etc. Et puis, bien sûr, député. Alors, vous me direz, il manque un mandat. Il aurait pu être sénateur. Ah oui, c'est effectivement un sénateur. Alors, au congrès départemental de la SFIO en 1937, il y aurait eu, paraît-il, et là, les témoins nous manquent, les écrits aussi, pour ce que j'en sais, il y aurait eu un échange avec Henri Sénès, son ami, auquel il aurait dit, parce que Colomb était pressenti pour ce poste de sénateur, il aurait dit à Sénès, vas-y toi, je te laisse aller au Sénat. Sous-entendu, peut-être qu'il n'y a pas dit, mais il le pensait fort, j'attends parce que les élections de 1936
il y aura les élections de députés, et peut-être que je préfère être député, et le Sénat ne m'intéresse pas. Ce qui peut-être apparaissait comme une bonne manière, était peut-être un intérêt plus fort pour la Chambre des députés que pour le Sénat, mais ça, on ne le saura jamais. En conclusion, je voudrais vous dire quelques mots un peu plus intimes sur Joseph Colomb. Parce qu'au-delà de l'homme politique, au-delà du commerçant, il y a un homme peut-être dont on peut donner quelques traits. Dans ses derniers écrits, Colomb exprime ses souhaits pour ses funérailles. Il exprime que ces dernières, je cite, « soient, selon mon goût, simples et purement civiles, car bien que respectueux de toutes les croyances religieuses, je veux rester fidèle à mon passé de militant socialiste, fidèle à mes amitiés, à mon idéal de justice et de bonté fraternelle, et profondément attaché à la liberté de penser. » Je crois qu'en ces quelques mots, ces quelques dernières volontés nous retracent bien quel était le personnage de Colomb, les valeurs de laïcité et de pacifisme, conformément à ses engagements, notamment un engagement très fort pour lui, celui à l'association de la libre pensée. Et ce n'est pas étonnant qu'il y ait près de ce qui est devenu aujourd'hui le lycée Jean Moulin, il y ait une avenue Buisson qui était un des responsables de la libre pensée. Voilà, Colomb, certainement un humaniste utopique et très fortement généreux. Je vous remercie pour votre attention. Je voudrais commencer par remercier l'ANACRE de Draguignan et Jean-Patrick Léocard pour l'organisation de cette conférence et cette invitation, et bien sûr la mairie de Draguignan et monsieur le maire, monsieur Strambio, pour son accueil. Alors mon propos consistera à essayer de réinscrire le vote de Joseph Colomb et des 649 parlementaires qui votent le 10 juillet à Vichy dans le contexte qui conduit à la tenue de ce vote et qui permet, je crois, de mieux en comprendre les ressorts et, je dirais, l'environnement. Je parlerai donc du contexte immédiat, c'est-à-dire la débâcle de 1940 et l'effondrement militaire et politique, mais aussi, sur le plus long terme, je commençais au début des années 30, de ce que j'appellerais le fond de l'air de cette décennie, auquel on compare volontiers les années 2020. Alors on le fait souvent dans une perspective européenne, mais même dans le cas de la France, vous pourrez peut-être mesurer les analogies et les différences entre ces deux périodes. Je vais donc insister sur quelques grands thèmes, quelques grands moments, dans une perspective nationale avant tout, mais sans oublier non plus les déclinaisons varoises jusqu'au 10 juillet et au vote des pleins pouvoirs à Pétain. Quelques mots d'abord sur la vie politique française au cours des années 30, avec un élément structurant qui est la montée du thème, à cette période, de l'antiparlementarisme. Alors, le paysage politique français des années 30 apparaît particulièrement fragmenté. Il est marqué par l'émiettement des partis, qui se retrouvent aussi d'ailleurs à la Chambre des députés. Pour vous donner un exemple, au lendemain des législatives de 1932, il y a 16 groupes parlementaires différents à la Chambre des députés, et près de la moitié de ces groupes sont composés de 20 membres ou moins. Dans le détail, très vite, pour vous parler des principales forces en quelques mots. Le Parti communiste, depuis 1928, il suit les recommandations de Moscou, de l'internationale communiste, et il défend une stratégie qu'on appelle classe contre classe, c'est-à-dire que les démocraties dites bourgeoises, entre guillemets, sont assimilées au fascisme. Donc le PC refuse toute alliance avec la SFIO. Une large part de ses adhérents ne comprennent pas ou comprennent mal cette stratégie, ce qui conduit à sa marginalisation et à son isolement jusqu'en 1934, où cette stratégie de classe contre classe sera remplacée, là aussi, l'initiative de Moscou, par une stratégie de Front populaire, je vais y revenir. La SFIO, de son côté, donc l'ancêtre du Parti socialiste, résiste plutôt bien électoralement, mais elle est agitée par de nombreuses tensions internes qui sont avant tout stratégiques. Alors, je ne fais pas exprès, mais tout parallèle avec l'actualité évidemment fortuite, autour essentiellement de la question des alliances.
Est-ce qu'il faut s'allier avec le centre droit au pouvoir ou pas? Mais aussi des tensions doctrinales avec une nouvelle génération de socialistes incarnés par exemple par Paul Ramadier, par André Philippe, par Marcel Déat, ce qu'on appelle parfois les néo-socialistes, qui poussent pour que la SFIO s'adresse non pas seulement à la classe ouvrière, mais aussi au sein des classes moyennes, ce qu'on peut appeler les classes moyennes, et aussi, finalement, du fait de ces dissensions, finissent par faire scission et fonder ce qu'on appelle le Parti socialiste de France. Dans le Var, quelqu'un dont je reparlerai, Gustave Fourmand, s'inscrit dans cette mouvance. Vous avez ensuite les radicaux qui sont habitués à la présence au gouvernement, qui jouent un rôle souvent de pivot en fonction des alliances qu'ils décident de nouer au gouvernement, avec un certain décalage, un hiatus entre la sensibilité plutôt de gauche modérée de la plupart de ses électeurs et un esprit plutôt centriste de la majorité de ses dirigeants. Ce qui suscite des critiques croissantes au sein de l'opinion, pour une partie de laquelle, finalement, les radicaux incarnent toutes les tares du régime. Et dans ce contexte, une nouvelle génération, une jeune génération intellectuelle qu'on appelle les jeunes Turcs, c'est Pierre Mendès France, Jean Zay, Pierre Cot, propose là aussi une modernisation doctrinale du radicalisme autour de quelques axes structurants, la défense du pacifisme, une réforme des institutions, une troisième voie économique. Et leur influence est déterminante pour faire pencher les radicaux du côté de la constitution du Front populaire. La droite parlementaire, elle, de son côté, apparaît de plus en plus hétérogène, puisqu'on assiste en fait à un changement générationnel. La vieille génération, plutôt encline à s'allier avec le centre-gauche, c'est-à-dire les Louis Barthou, Flandin, disparaît et est remplacée par une nouvelle génération, gens comme Paul Reynaud, André Tardieu, Pierre Laval. N'oubliez pas que Pierre Laval, avant d'être à droite, était membre de la SFIO jusqu'en 1922, mais le très structurant de ça chez Laval, c'est l'anticommunisme. Eh bien, cette génération-là est plus encline, au contraire, à ancrer les formations de droite, je dirais, bien à droite. Et le seul ciment fragile de ces différentes sensibilités de la droite parlementaire, c'est, je en parlais, l'anticommunisme. Avec une radicalisation de ces positions après les élections législatives de 1932. Comme ça, vous avez aussi ici les différents cabinets qui se succèdent, je vais y revenir. Et enfin, un dernier pôle dont je dois parler, c'est l'extrême droite, qui connaît une forte dynamique au cours des années 30 à la faveur de l'impuissance des institutions républicaines face aux crises. Bon, les organisations sont connues, l'Action française par exemple de Charles Maurras, monarchiste, traditionnaliste, antisémite, ou encore les Croix de Feu du lieutenant-colonel de la Roque, lieutenant-colonel, il s'est toujours fait appeler colonel de la Roque, mais il n'était que lieutenant-colonel, qui elle est même doté d'une organisation paramilitaire, prétendent en fait substituer l'activisme à l'action démocratique et donc une stratégie d'action directe appuyée s'il le faut sur la violence. Malgré leurs différences internes, ces différents groupes présentent quelques traits communs. Un nationalisme xénophobe qui considère qu'il faut protéger le pays de tout ce qui est étranger, entre guillemets, ce qui serait responsable de, encore une fois, entre guillemets, la décadence de la France. Un rejet conjoint du communisme, du libéralisme et du régime parlementaire de la Troisième République, et puis un respect de l'ordre établi avec pour pilier l'armée et l'Église, ou encore la volonté d'instaurer un État autoritaire. Il est difficile de mesurer l'adhésion sincère de l'opinion publique aux organisations d'extrême droite. Il semble qu'il n'y ait eu qu'une infime minorité de la population qui ait véritablement épousé ces thèses, encore moins dans le Var, j'y reviendrai. Il reste que ces discours ont contribué à donner à l'époque une coloration fasciste qui a influencé les modes de pensée, les comportements et certainement contribué à enraciner l'antisémitisme et à faire accepter l'idéologie de Vichy. Le point sur lequel je voudrais insister maintenant, après avoir fait ce tableau très rapide, à très grands traits, de la vie politique et du paysage politique français, c'est la crise de régime que connaît la Troisième République, avec une vie politique particulièrement instable. Vous voyez, les dates qui sont mentionnées sont les élections législatives
et les traits qui sectionnent les graphiques sont les changements de gouvernement. Donc vous voyez que leur durée de vie est la plupart du temps très faible, souvent liée en fait à des revirements d'alliances que les électeurs ont parfois du mal à comprendre. L'opinion publique se lasse de cette instabilité dont elle ne comprend pas toujours les raisons, bien souvent des manœuvres plus politiciennes que politiques. Et elle s'inquiète aussi des multiples scandales de corruption, la plus célèbre de ces malversations politico-financières étant, en 1934, l'affaire Stavisky. C'est dans ce contexte qu'éclate la grande manifestation du 6 février 1934, place de la Concorde à Paris, qui en fait apparaît comme l'acte de décès officieux de la Troisième République. C'est une manifestation composite, rassemble une foule assez hétéroclite, marquée par des débordements. On est place de la Concorde, donc la foule semble vouloir prendre d'assaut le Palais Bourbon, donc l'Assemblée nationale, provoque une brutale répression désordonnée, au moins une vingtaine de morts, sans doute 2000 blessés, et c'est le paroxysme de la crise du régime parlementaire et de la contestation de la Troisième République, puisque la droite attribue à la majorité radicale la responsabilité du drame, tandis que les partis de gauche dénoncent, je cite, un coup de force fasciste. Donc, je le disais, profonde instabilité, 16 gouvernements se succèdent entre juillet 1929 et novembre 1934, instabilité qui est le signe d'une crise profonde du régime. Les faibles tentatives de réformer les institutions très parlementaires de la Troisième République sont les unes après les autres rapidement abandonnées, et même le Front populaire, au pouvoir à partir de 1936, échoue pareillement à proposer une refondation du régime. Un mot quand même du Front populaire qui arrive au pouvoir après les législatives de 1936, puisque les députés qui votent en 1940 sont élus aux élections législatives de 1936. Le Front populaire se forme entre 1934 et 1935. Je passe sur cette histoire. Il rassemble donc SFIO, PC et radicaux. Dans le Var, je vous ai mis normalement quelques cartes. Vous voyez ici le vote pour l'un des trois partis, toutes sensibilités confondues. Et donc les 5 députés qui sont élus dans le Var en 1936 sont de gauche, SFIO, PC ou radicaux, de même que les 3 sénateurs élus en 1938. Je passe évidemment sur l'ensemble de mesures sociales qui sans doute sont connues, mises en œuvre par le gouvernement dirigé par Léon Blum, mais face aux difficultés, notamment financières, il décrète une pause, comme il dit, dans les réformes dès février 1937, et en fait la coalition qu'est le Front populaire se délite et disparaît progressivement en 1938, lorsque le gouvernement Daladier fait le choix d'une alliance à droite. Donc, le Front populaire aurait pu se saisir d'une certaine manière de l'état de grâce de l'été 1936, qui suit ces grandes manifestations populaires d'une ampleur inédite en France, pour s'attaquer de manière, je dirais, frontale à la refonte des institutions dans le contexte de crise de régime dont je parlais. Mais Léon Blum ne le fait pas. Et d'ailleurs, je vous ai mis je reviendrai après sur les cartes que j'ai oubliées. Je vous ai mis une citation, enfin un extrait, je ne vais bien sûr pas tout lire, mais quand en 1942, le régime de Vichy avait organisé ce simulacre de procès à Riom, chargé de juger les dirigeants de la Troisième République, qui étaient tenus pour responsables de la défaite et de la débâcle, eh bien Léon Blum est auditionné, et dans ce témoignage, on voit tout son légalisme scrupuleux. C'est un très beau texte que moi d'ailleurs je donne à mes étudiants à Sciences Po, parce que Blum sait qu'il ne témoigne pas pour ses juges, mais pour l'histoire. Et il témoigne donc d'un légalisme scrupuleux, je le disais, de sa volonté de sauver la République, mais il dit « Je voulais préserver les institutions parlementaires pour défendre les principes mêmes de la République. » Mais en même temps, il ne s'est pas attaqué, donc, alors que la situation l'aurait exigé, au chantier des institutions parlementaires. Un mot sur les cartes, pour vous dire, c'est vrai que j'ai parlé du Front populaire en général, voilà, sur cette première carte. Une influence très faible, finalement, du radicalisme. Cet aplat de couleur vert symbolise le radicalisme. Vous voyez que bien souvent, on est en dessous des 10% des voix. Et ensuite, si vous êtes plus familier de la chronologie de l'histoire politique successive, moi, c'est ce qui m'occupe dans une grande partie de mes travaux, vous voyez l'enracinement de la SFIO plutôt dans la partie septentrionale du département, et notamment à Draguignan, lié à... C'est
une histoire sur le long terme d'un socialisme varois qui se développe dans une opposition entre l'intérieur et le littoral. On pourra y revenir tout à l'heure si vous le souhaitez. Tandis que le PC est plus majoritairement implanté autour de l'agglomération toulonnaise industrielle ou encore du bassin minier de bauxite. Je passe sur les gouvernements successifs jusqu'en 1939 pour me positionner directement au début de la Seconde Guerre mondiale. Quelle est la stratégie diplomatique et militaire de la France? Elle hésite en fait tout au long des années 30 entre deux stratégies et elle n'adopte jusqu'au bout ni véritablement l'une ni véritablement l'autre. Première hypothèse, ce serait d'adopter une stratégie finalement diplomatique, d'assurer une série d'alliances diplomatiques. L'autre serait de renforcer son armée, je le dis très vite, pour sécuriser la défense du pays. Finalement, elle ne fait vraiment ni l'un ni l'autre, et la France s'aligne en fait sur la politique de l'Angleterre, qui est son seul allié sûr. L'Angleterre qui est d'une inquiétante passivité face aux violations répétées de la part de l'Allemagne hitlérienne des dispositions du traité de Versailles, notamment après la conférence de Munich, l'invasion d'une partie de la Tchécoslovaquie par l'Allemagne qui est avalisée par les puissances. Ce qui précipite la France dans la guerre, c'est le 1er septembre 1939, l'invasion de la Pologne par l'Allemagne. La France et la Grande-Bretagne rentrent dans la guerre 2 jours plus tard, le 3 septembre, et c'est le début de ce qu'on appelle la drôle de guerre. C'est-à-dire que pendant 8 mois, il ne se passe rien. Hitler n'attaque pas et l'armée française adopte une stratégie défensive, je vous en ai mis une photo ici, repliée derrière la ligne Maginot, qui était, sur cette carte on le verra un peu mieux, c'est la ligne orange que vous voyez en Alsace, censée protéger le pays de toute invasion allemande. Et puis soudain, au mois de mai 40, la situation change brutalement. L'Allemagne lance une vaste offensive à travers les Ardennes, mal protégée car réputée infranchissable. Eh bien non, la percée de Sedan permet aux Allemands d'entrer en France par la Belgique et les Pays-Bas, qui capitulent très vite. Et dès le 4 juin, les Allemands sont à Dunkerque. Le lendemain, la France, et notamment le général Weygand, lance une contre-offensive, mais face à la stratégie hitlérienne du Blitzkrieg, c'est-à-dire l'attaque éclair qui consiste à mobiliser toutes vos ressources, à la fois aériennes, terrestres et motorisées, sur un même endroit, pour faire remporter une victoire décisive sur votre ennemi, porte ses fruits et dès le 14 juin, les Allemands sont à Paris. Le gouvernement, lui, s'est réfugié à Bordeaux et il se divise sur la stratégie à adopter pour poursuivre la guerre, ou pas d'ailleurs. Une première hypothèse est défendue par certains ministres, notamment quelqu'un qui s'appelle Charles de Gaulle, qui est sous-secrétaire d'État à la guerre depuis quelques semaines seulement. Il est favorable avec d'autres, mais ils ne sont pas majoritaires, à une capitulation de l'armée qui ne concernerait pas le pouvoir civil, qui pourrait se replier sur l'empire colonial et de là poursuivre la guerre aux côtés de l'Angleterre. Et puis la deuxième hypothèse, qui est défendue notamment par quelqu'un qui s'appelle Philippe Pétain, qui est ministre de la Défense nationale et qui est vice-président du Conseil depuis mai 1940, c'est l'armistice, c'est-à-dire une capitulation à la fois du pouvoir militaire et aussi du pouvoir civil. Eh bien, c'est cette deuxième option qui l'emporte, puisque dès le 16 juin 1940, Pétain remplace Paul Reynaud à la présidence du Conseil, et le lendemain, il fait savoir à l'Allemagne qu'il est prêt à signer l'armistice. Armistice qui est conclu le 22 juin 1940 à Rotonde, dans le même wagon qui en 1918 avait servi de cadre à la signature de la capitulation de l'Allemagne le 11 novembre, avec des clauses dans cet armistice extrêmement dures pour la France. Une occupation de son territoire à 60%, les zones d'ailleurs les plus avantageuses pour l'Allemagne puisqu'elle concentre la majeure partie de l'industrie, le paiement de lourds frais d'occupation ou encore la démobilisation totale des forces armées françaises qui sont réduites à des forces de maintien de l'ordre. Alors pourquoi la figure de Pétain, c'est une parenthèse que je voudrais faire maintenant, apparaît en juin 40 comme celle d'un homme providentiel? Pourquoi le gouvernement jusqu'alors dirigé par Paul Reynaud et le président de la République Lebrun s'en remettent à Pétain? Quelques mots, je trace très vite les contours. Pétain, jusqu'en 1916, c'est un officier classique qui a une carrière banale. Mais il devient un héros national en 1916 lorsqu'il est envoyé à Verdun et qu'il remporte
la victoire de Verdun. Et ensuite, au fil des années 20 et surtout des années 30, tous les grands chefs militaires de la Première Guerre mondiale disparaissent les uns après les autres et Pétain apparaît comme le dernier dépositaire de la mémoire du sacrifice héroïque des tranchées. Et alors, dans les années 30, il va être couvert d'un prestige absolument sans égal. C'est là qu'il est fait maréchal. Il est élu à l'Académie française. Il est même brièvement ministre en 1934. Et il pèse de tout son poids dans le débat stratégique que j'évoquais tout à l'heure pour la mise en œuvre d'une stratégie défensive et la construction de la ligne Maginot. Il est respecté par la gauche, tout auréolé de la gloire de Verdun, admiré par la droite, et il séduit un grand nombre de Français par son discours simple, conservateur, qui fustige les manœuvres politiciennes à un moment, et c'est pour ça que je faisais aussi le petit contexte sur l'antiparlementarisme, à un moment où le régime républicain et le parlementarisme sont particulièrement discrédités aux yeux d'une part croissante de l'opinion publique. Comment arrive-t-on, après la nomination de Pétain, au 10 juillet ? Ah oui, alors vous voyez d'ailleurs, je n'ai pas commenté, que le sacrifice de 1918, j'ai été avec vous dans les jours glorieux, je reste avec vous dans les jours sombres, et mis en valeur ensuite dans le culte de la personnalité qui s'instaure progressivement sous Vichy. Je vous ai mis aussi là la une de quotidien local, La République du Var, le maréchal Pétain qui a fait don de sa personne à la France, soldat, homme d'État, écrivain, diplomate, tel est le maréchal Pétain. Comment arrive-t-on donc au 10 juillet? Qu'est-ce qui se passe entre le 18 juin, pour aller vite, et le 10 juillet? Je vais parler de l'armistice avec la zone occupée. J'ai dû vous en mettre une carte, la voilà. Vous voyez l'occupation de 60% du territoire et l'annexion de l'Alsace et la Moselle directement au Reich. Il y a donc une zone libre de l'autre côté de la zone de la ligne de démarcation, où le gouvernement français est théoriquement souverain. Donc, fuyant Paris, le gouvernement va d'abord à Clermont-Ferrand et puis il finit par s'installer à Vichy. Alors pourquoi Vichy? Parce que Vichy, c'est une ville thermale qui dispose de suffisamment d'hôtels luxueux pour accueillir les différents cabinets ministériels. Et le 1er juillet, donc, le gouvernement arrive à Vichy. Dès le 23 juin, quelqu'un qui s'appelle Pierre Laval commence à intriguer, commence de grandes manœuvres politiciennes dignes des plus belles heures de la Troisième République. Il commence d'abord par supplier Pétain de le nommer ministre des Affaires étrangères, mais Pétain refuse. Pétain a plutôt un certain mépris pour cet homme qui apparaît comme un peu le symbole des manœuvres politiciennes et de la Troisième République qu'il exècre. Mais finalement, Laval va avoir une idée, d'une certaine manière géniale, aux yeux du moins de Pétain, pour se faire nommer vice-président du Conseil, parce qu'il lui propose de voter légalement la déchéance des institutions parlementaires que Pétain, justement, exècre. Et ce vote, c'est le vote du 10 juillet. C'est comme ça que Laval se retrouve vice-président du Conseil et, j'allais dire, le mauvais génie de cette journée. Laval, dès lors, continue ses manœuvres, y compris d'intimidation, d'abord auprès du président de la République lui-même, Albert Lebrun, qui cède. Dès le 2 juillet, Albert Lebrun annonce la convocation des deux chambres, ce qu'on appelle donc le Congrès. Le Congrès étant le seul habilité à effectuer des modifications constitutionnelles. Et puis ensuite, individuellement, auprès d'un certain nombre de députés et de sénateurs, exerçant sur eux de fortes pressions, en usant tour à tour de chantage, pour qu'ils votent en faveur de son projet. Et avec succès, puisqu'on l'a dit, seuls 80 parlementaires sur 649 votants, principalement de gauche, s'opposent au texte qui donne, je cite, tous les pouvoirs au gouvernement de la République sous l'autorité et la signature du maréchal Pétain, à l'effet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution de l'État français, autrement dit, la liquidation de la Troisième République. Je disais 649 votants, c'est beaucoup moins que le nombre théorique. Le Congrès aurait dû comprendre à peu près, c'est un petit peu moins, mais pour aller vite, disons, 300 parlementaires de plus. Manquent notamment les 60 députés et le sénateur communiste qui avaient été déchus de leur mandat en janvier 1940, en réaction au pacte germano-soviétique qu'ils refusent de répudier. Manque aussi une vingtaine de parlementaires qui sont décédés dans les mois ou les semaines qui précèdent le 10 juillet. 6 d'ailleurs sont morts au front. Il y a aussi des prisonniers de guerre. Il y a les 27 parlementaires du Massilia, on le disait tout à l'heure, parmi lesquels Daladier, Jean Zay, Georges Mandel, Mendès France.
qui font route vers Casablanca pour échapper aux troupes allemandes. Et environ 120 parlementaires sont absents. Certains se font excuser officiellement, et puis d'autres sont absents sans déclarer la raison. Que font, parmi ces 649 votants, les 8 parlementaires du Var? 2 ne peuvent pas voter. Ce sont les 2 parlementaires communistes, les 2 députés communistes, Charles Gahout, le député et conseiller général de Brignoles, et Jean Bartolini, ouvrier de l'Arsenal, député de Toulon, il sera d'ailleurs maire de Toulon à la Libération, dirigeant local du Parti communiste, il est membre du bureau fédéral du PCF. 2 votes pour, Marius Escartefigue, si vous connaissez Toulon, il a laissé son nom à une des plus belles corniches de la ville. Il est maire 2 fois, une première fois entre 1904 et 1909, sous l'étiquette SFIO, et puis une deuxième fois entre 29 et 41, sous l'étiquette de radical indépendant, puisqu'entre-temps, à l'Assemblée nationale, il a migré vers ce groupe radical indépendant, après être passé par ce qu'on appelle à l'époque le groupe indépendant, qui est en fait un groupe plutôt conservateur, voire un peu droitier. Et le deuxième parlementaire à voter pour, c'est Gustave Fourmand, je l'évoquais tout à l'heure, le sénateur du Var. Depuis 1920, il avait succédé à Clémenceau. Il a été maire de Draguignan entre 1912 et 1919, président du Conseil général entre 22 et 40, et il était élu depuis 1904 dans le canton de Calas. Je le disais, donc il passe de la SFIO au Parti socialiste de France au milieu des années 30. Et puis 4 députés votent contre. C'est Michel Zunino, le député maire de la Garde, conseiller général, membre de la SFIO, mais qui rejoint le Parti communiste à la Libération. C'est Henri Sénès, le sénateur maire du Muy, René Renoux, qui a été plusieurs fois ministre radical, notamment ministre de la Justice. Il était l'avocat de Stavisky et il sera juré au procès de Pétain à l'été 1945. Et donc, je n'y reviens pas, Joseph Collomb. Ce qui fait que le Var, avec 4 députés qui votent contre, est en fait le 4e département, si on classe par contingent, qui en fournit le plus de députés qui votent non. Derrière, je vous ai fait la liste, le Rhône, le Finistère et la Gironde. Un mot quand même sur la suite. Je ne vais pas faire le parcours des 8. Vous pourrez consulter l'ouvrage d'Olivier Vévorka qui s'appelle « Les orphelins de la République », destiné des députés et sénateurs français de 40 à 45, qui démontre bien que le vote des parlementaires, pas seulement ceux du Var, bien sûr, n'ont pas forcément conditionné leur avenir proche. C'est-à-dire que certains ont voté non, mais n'ont pas été des opposants farouches au régime de Vichy. Et puis certains ont voté oui, ont voté les pleins pouvoirs à Pétain et sont ensuite entrés dans la résistance. C'est le cas par exemple de Bécard, Henri Bécard, le calomniateur de Roger Salingro, du maire de Lille, qui avait dit que Roger Salingro avait déserté pendant la Première Guerre mondiale et qui avait conduit au suicide de Salingro. Une nuance aussi sur ce oui massif de la grande majorité des parlementaires, bien sûr, les conditions du vote, qui ne rassemblent que, je vous l'ai dit, 2/3 environ de la représentation nationale, conditionnent. En d'autres circonstances, on n'aurait certainement pas eu un vote aussi massif en faveur du projet de Laval. Reste que les faits sont têtus et qu'il ne s'est trouvé que 80 courageux pour s'ériger contre la confiscation complète de la souveraineté populaire et le naufrage de la République. Quelques mots de conclusion. Je m'arrêterai en fait au 11 juillet, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Le 11 juillet, le lendemain du vote, c'est la liquidation de la Troisième République. Tous ces fondements sont mis à bas, avec la promulgation de ce qu'on appelle les actes constitutionnels, qui instituent Pétain, c'est l'acte numéro 1, chef de l'État français, lui reconnaissent la plénitude du pouvoir gouvernemental, c'est l'acte numéro 2, ajournent le Parlement jusqu'à nouvel ordre, c'est l'acte numéro 3, voilà un régime sans Parlement. Tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains de l'exécutif. Il y aura aussi 12 actes au total jusqu'en novembre 1942, je ne vous fais pas les 12, le plus important étant le 11 qui conduit en fait à instaurer Laval comme chef du gouvernement, comme dauphin de Pétain. Et donc, une grande partie des parlementaires radicaux, des socialistes et la quasi-totalité de la droite viennent d'ouvrir la voie à l'avènement d'un régime qui remet en cause les acquis libéraux, pas de parlementarisme, pas de multipartisme, pas de syndicats, pas de droit de grève, interdiction de divorcer dans les 3 années qui suivent le mariage, un régime profondément xénophobe,
puisque dès juillet 40, la naturalisation de milliers d'étrangers est remise en cause, le régime de Vichy allant ensuite jusqu'à exclure de la communauté nationale des gens considérés comme indignes. Je vous rappelle que le général de Gaulle lui-même a été déchu de sa nationalité française par le régime de Vichy. Un régime qui sombre dans la collaboration avec l'Allemagne nazie, adoptant de sa propre initiative, et ça, les travaux pionniers de Robert Paxton ou plus récents de Laurent Joly l'ont très bien montré, de sa propre initiative, le statut des Juifs en 1940, le port de l'étoile jaune en 1942, et mobilisant ses propres autorités pour organiser rafles et déportations. Voilà le régime auquel pave le chemin le vote du 10 juillet 1940. Voilà comment l'histoire bascule. Je vous remercie. Donc, je disais que les remerciements avaient été faits et que j'étais ravi de me retrouver à Draguignan, surtout sur un si beau, dans de telles circonstances bien nécessaires que sont ces rappels de l'histoire, devoir d'histoire avant le devoir de mémoire pour moi. L'histoire, effectivement, comme tu le disais, alimentant la mémoire. Et cette mémoire, elle paraît bien défaillante aujourd'hui, où tout le monde se réclame de la République, y compris ceux qui n'ont aucune légitimité à le faire. Alors, les parlementaires qui vont s'opposer au plein pouvoir au maréchal Pétain, c'est-à-dire à l'instauration d'un État autoritaire, et un État autoritaire s'appelle une dictature, même s'il y a eu des dictatures bien pires que celle de Vichy. Vichy n'en reste pas moins une dictature. Claude Bordet, grand résistant, disait une petite dictature comme il y a des petits bourgeois, par comparaison avec, par exemple, le nazisme ou le mussolinisme. Je ne reviens pas sur le vote, simplement cette carte montre quand même la spécificité des quelques départements que Alexandre a évoqués, où les parlementaires qui votent non se distinguent. Et simplement, je voudrais souligner le courage de ces hommes. Ça a été dit, mais il faut y revenir. Le contexte est terrible. C'est un contexte qui fait pression sur eux. Il y a la peur. Est-ce que l'armée ne va pas prendre le pouvoir ? Il y a l'invasion. Ce sont les parlementaires de zones occupées qui, en particulier, vont voter oui, encore plus que les autres. Et donc, malgré cette pression qui s'exerce sur eux, la pression de leurs camarades, car si les socialistes sont les plus nombreux des 80, la majorité des parlementaires socialistes votent les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Pression de leurs camarades, et malgré tout, ces hommes résistent, effectivement, et s'opposent au plein pouvoir. J'ai mis à côté des 4 Varois les 3 socialistes, Joseph Collomb, Michel Zuyino, Henri Sénès, et le radical socialiste René Renoux, et l'homme de Clémenceau. Il n'a pas beaucoup d'attaches avec le Var, une résidence secondaire à Saint-Raphaël, mais c'est l'homme de Clémenceau. Il a été le ministre de la Justice de Clémenceau. Donc, à côté de ces 4 Varois, j'ai mis les 3 autres parlementaires provençaux, les 3 seuls autres parlementaires provençaux qui font partie des 80. Même dans un département aussi socialiste que les Bouches-du-Rhône, un seul parlementaire socialiste des Bouches-du-Rhône, je ne parle pas des autres, vote non, c'est Félix Gouin, avocat de Léon Blum au procès de Riom. Et dans le Vaucluse, un seul parlementaire vauclusien vote non, c'est le sénateur-maire d'Avignon, Louis Gros. Louis Gros qui, lui aussi, participera à l'action contre Vichy, qui sera obligé de se réfugier en Suisse, où il va rédiger un certain nombre de textes publiés à la Libération sous le nom très évocateur de République toujours. Et puis, dans les Alpes-Maritimes, un parlementaire de droite, le seul parlementaire de droite qui, en Provence, vote non, Jean Hennessy, qui est de centre droit, mais attaché aux institutions parlementaires. Alors, ce geste des 80, c'est effectivement un des premiers gestes de résistance. Parmi d'autres, dont le plus connu,
est celui du général de Gaulle, ce sont les appels du général de Gaulle, il y en a quelques autres. Ce sont des gestes de résistance, ce n'est pas encore la résistance. C'est l'amorce de ce qui va devenir, parce que ça doit se construire, de ce qui va devenir la résistance. Car rien n'est clair. À l'été 1940, on le voit d'ailleurs dans la répartition des votes. Pour beaucoup, l'armistice est un soulagement, notamment en zone non occupée, en zone libre. On échappe à l'occupation et on en rend grâce par conséquent au maréchal Pétain. Et puis les Anglais ne vont pas résister, ils vont faire la paix, forcément, et on pourra probablement tourner la page. Et puis il y a 1,5 million, 2 millions de prisonniers dont on est absolument sans nouvelles. Bref, et puis que va faire Pétain? Comment peut-on imaginer que Pétain n'ait pas en arrière-pensée de prendre la revanche, d'organiser la revanche? Ces hésitations, et Alexandre l'a dit, on le voit y compris chez certains de ceux qui ont voté non. Michel Zunino, député maire de la Garde, socialiste, va être critiqué par ses camarades socialistes. Alors, ils vont le faire après la Libération, lorsqu'il aura rejoint le Parti communiste, ce qui sans doute a contribué à ces critiques. Mais il n'empêche qu'ils vont estimer que Michel Zunino était hésitant et qu'il a fallu le pousser à ce qu'il s'aligne sur les autres Varois. Et cette critique, même si effectivement elle peut être partisane à la Libération, on la voit bien, puisque Michel Zunino, officier de réserve, ancien combattant évidemment de la guerre de 14, tient à s'inscrire le premier à la Légion française des combattants, c'est-à-dire le relais même du régime de Vichy. Donc, vous voyez qu'il y a là une façon de dire, mais pourquoi ne pas... Peut-être que les appels à l'union nationale du régime de Vichy sont sincères et que nous devons en tout cas en tenir compte. Donc, rien n'est tout à fait clair. La clarté, elle va venir quelques semaines après. Nous sommes là, le geste de Zunino, la Légion, c'est août-septembre 40. Octobre 40, c'est Montoire. C'est la politique de collaboration. Ça, c'est une première clarification. Mais on attribue la politique de collaboration dans l'opinion publique à qui? Pas à Pétain, à Laval. Le méchant, le mauvais, celui qui représente toutes les turpitudes possibles. D'autant plus que, voyez-vous ça, c'est beau les dictatures. Le maréchal Pétain fait arrêter Pierre Laval au mois de décembre 1940. Il le fait mettre en prison. Le chef de l'État fait mettre en prison le chef du gouvernement. Donc l'opinion dit, ah ben on avait raison, effectivement. Pétain n'en voulait pas de la collaboration, elle a été imposée. Et puis il faut déchanter parce que avec l'amiral Darlan, on va encore plus loin dans la collaboration avec une amorce d'accords militaires qu'on appelle les accords de Paris au printemps 1941. À ce moment-là, vous voyez, la clarification est faite. La politique de collaboration, elle est sincère. Pour ceux qui ne l'admettent pas, elle est sincère. On voit bien que ce régime de Vichy ne prépare pas la revanche. Et donc, du côté de la résistance, les illusions que l'on pouvait avoir, parce que l'on pouvait en avoir du côté de la résistance, commencent à se dissiper. Et puis, vous savez, le deuxième pilier du régime de Vichy, c'est ce qu'on appelle la révolution nationale. C'est ce que le régime lui-même appelle la révolution nationale. Cette révolution nationale, c'est-à-dire la mise en œuvre d'un État autoritaire, la mise en œuvre de la dictature, telle que Alexandre en a mentionné quelques-uns des éléments. Mais tous les premiers résistants ne sont pas hostiles à cette révolution nationale. L'opinion est remontée contre le régime parlementaire que l'on accuse d'être responsable de la défaite. Il y a la propagande de Vichy, mais il y a aussi le sentiment de la population. On a subi
un échec majeur, pire qu'un échec, une catastrophe. Il faut bien trouver des responsables. Et comme toujours, ce sont les hommes politiques les responsables, fatalement. Et donc le régime parlementaire. Et pour beaucoup d'autres, au-delà du régime parlementaire, la République elle-même, y compris dans les rangs de la résistance, en particulier en zone occupée, où là la lutte est claire, l'Allemand est présent. Et donc vous avez pas mal de gens qui viennent de l'extrême droite, qui ont participé aux ligues à l'extrême droite, qui sont dans la résistance et qui n'ont pas un amour particulier pour la République. Et en zone non occupée, en zone dite libre, s'il y a tout un courant de la résistance qui est issu de la tradition républicaine, il y en a aussi pas mal d'autres qui n'ont pas, en tout cas, cette fibre. Et la même chose se retrouve du côté de la France libre et du général de Gaulle. Je vais y revenir. Autrement dit, la résistance, c'est d'abord un réflexe de patriotisme. L'objectif des résistants, c'est combattre, libérer le pays. C'est dans ce combat pour la libération du pays, pour la libération nationale, c'est le premier nom, libération nationale, du principal mouvement de résistance en zone non occupée, c'est le mouvement du capitaine Henri Freinet, qui est mieux connu sous le nom de Combat. Mais Combat s'appelle le mouvement de libération nationale. Dans son processus de fabrication, en quelque sorte, de la résistance, en même temps que la politique de Vichy, collaboration et révolution nationale se dévoile, comprend bien que l'on ne peut pas séparer la libération du pays, la libération nationale, du rétablissement des libertés. Le rétablissement des libertés, c'est la démocratie. La démocratie en France, c'est la République. C'est ce que j'ai appelé la républicanisation de la résistance. Cette républicanisation, elle n'était pas faite en 1940. Elle se fait en 1941, tout le long de l'année 1941. Il faut pour ça rompre avec les illusions que l'on pouvait avoir sur le régime de Vichy, sur le maréchal Pétain en particulier, et surtout considérer qu'il n'y a pas de liberté du pays sans liberté, sans les droits, sans les libertés dites républicaines. Les parlementaires qui ont voté non, on les retrouve tous dans ce processus résistant. Ils sont parmi ceux qui font le lien entre la tradition républicaine, l'idée républicaine et la résistance, et qui donc facilitent cette républicanisation. Je ne reviens pas sur le parcours de chacun d'eux. Vous connaissez, on a parlé pour Joseph Collomb, en dépit de son âge, comme pour Renou, qui sont des gens âgés. Henri Sénès, à sa façon, qui sera parfois critiqué par ses camarades, participe à la résistance. Michel Zunino va être l'un des dirigeants en zone sud du Front National, c'est-à-dire le mouvement de résistance organisé par les communistes. Félix Gouin va représenter le Parti socialiste à Londres après avoir défendu Léon Blum à Riom. Et Louis Gros, j'en ai également parlé. Jean Hennessy se tient, lui, à l'écart. Par conséquent, ce rapprochement de la République et de la résistance qui se forge au fil des mois en 1941, on en a l'illustration même en 1942. 1942, c'est une année fondamentale, pour plusieurs raisons. Première raison, Pierre Laval est rappelé au pouvoir par le maréchal Pétain à la demande des Allemands. Et Pierre Laval, qui est un parlementaire chevronné, qui n'est pas du tout un pétainiste, comprend que Vichy fait fausse route et s'est coupé d'une opinion qui a trouvé dans l'idée républicaine un motif d'espoir. Et il essaye, Pierre Laval, lorsqu'il revient au pouvoir dans les circonstances que j'ai dites en avril 1942, de rallier à lui les républicains que Vichy avait exclus. C'est par exemple un préfet qui s'appelle Jean Moulin qui va être contacté pour éventuellement reprendre une fonction préfectorale.
Évidemment, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que Laval, c'est le symbole même de la collaboration et que Jean Moulin, ni les républicains que Laval approche, sauf une minorité, ne marchent dans la combine. Donc, premier élément, en 1942, la clarification avec le retour de Laval est encore plus nette. Décidément, la France s'enfonce, la France de Vichy s'enfonce dans la collaboration. Le deuxième élément, il s'appelle Jean Moulin, précisément. Lorsque Jean Moulin est convoqué à Vichy pour savoir s'il accepterait un poste de préfet, il a été parachuté de Londres, en Provence, dans les Alpilles, pour coordonner la résistance et relier la France libre avec la résistance de zones non occupées. Jean Moulin, je ne sais pas si le général de Gaulle l'a fait exprès. Je pense que le général de Gaulle voyait d'abord dans Jean Moulin le représentant de l'État, mais il se trouve que Jean Moulin, c'est le parfait symbole de l'alliance entre la résistance qu'il va incarner et la République, qu'il porte en lui dans sa tradition familiale. Jean Moulin, il est le fils d'un conseiller général de l'Hérault, radical socialiste, libre penseur, franc-maçon, porteur de la mémoire de cet événement qui est l'événement fondateur de la tradition républicaine dans nos régions, qui est l'insurrection républicaine de 1851. Jean Moulin, il a ça dans ses gènes. Il est un républicain. Sa sœur disait, Laure Moulin, qui l'a aidé, il est avant tout républicain et laïque. Et donc, lorsque le général de Gaulle choisit cet homme pour le représenter en France, il ne peut pas mieux choisir pour rallier les républicains à la France libre et à ce que le général de Gaulle représente. En même temps, dans cette même année, la résistance qui s'interroge sur ce que le général de Gaulle veut faire après, lorsqu'on sera libéré, envoie à Londres Christian Pineau, qui est l'un des dirigeants de Libération Nord, socialiste, cégétiste, non communiste, avec pour mission en quelque sorte de sonder le général de Gaulle. Et Pineau revient en France portant un texte qui s'appelle « Déclaration au mouvement », où le général de Gaulle affirme un certain nombre de principes qui sont des principes républicains. Il n'emploie pas le mot de république dans ce texte pour ne pas froisser un certain nombre de militaires de son entourage qui ne veulent toujours pas en entendre parler, à commencer par le futur maréchal Leclerc, à cette époque-là profondément royaliste et anti-républicain. Il n'empêche que dans ce texte, de Gaulle dit « Je vais rétablir les libertés républicaines, je vais rétablir la souveraineté nationale, les hommes et les femmes, déjà, on n'a pas attendu 1944, et les femmes pourront voter. Par conséquent, ce texte rassure les mouvements de résistance. Nous pouvons désormais, sans aucune ambiguïté, nous ranger derrière le général de Gaulle. Et puis 1942, ce sont les manifestations du 14 juillet 1942, c'est-à-dire l'expression ouverte de l'adhésion de la France résistante à la République. À l'appel des mouvements de résistance et de Londres, en zone non occupée, en zone dite libre, sont organisées des manifestations qui sont les plus grandes manifestations patriotiques. Les manifestations sont interdites. Les plus grandes manifestations patriotiques organisées pendant cette période. Lyon et Marseille battent, pour l'époque en tout cas, tous les records d'affluence. La Canebière est noire de monde. À Toulon, c'est sur la place de la Liberté. À Lyon, c'est autour de Brotteaux que les résistants se rassemblent, plusieurs milliers. Enfin,
Avignon, c'est la place de l'horloge. Toutes les villes, pratiquement, sont en mouvement. Ce sont des manifestations spectaculaires. La plus spectaculaire, c'est celle de Marseille. Vous avez là le bas de la Canebière à Marseille, le 14 juillet 1942. Côté, c'est la statue de la place de la Liberté à Toulon. Et la manifestation de Marseille est particulièrement importante, d'abord parce que c'est la plus dramatique. 2 femmes sont tuées par les hommes de l'extrême droite, par les hommes de Sabiani, c'est-à-dire les hommes du Parti populaire français, Parti populaire que certains de ceux qui se revendiquent de la République aujourd'hui revendiquent dans leur héritage. Et Marseille, cette manifestation, elle marque tellement les esprits que l'un des témoins présents dira « Désormais, nous savons que le pays légal n'est pas le pays réel ». Autrement dit, ces manifestations de 14 juillet 1942, elles expriment d'une façon évidente le choix par la résistance de la République et la liaison intime absolument entre les deux. La suite, vous le connaissez. Désormais, la majorité de la résistance plaide pour le rétablissement d'une République nouvelle, régénérée, non pas la Troisième République, qui avait un certain nombre de défauts et que les résistants avaient critiqués, mais une République en particulier qui tiendrait compte des plus faibles, des plus humbles, et qui établirait une justice sociale. C'est ce que le programme national de la résistance va élaborer. Mais surtout, l'idée républicaine est complètement réhabilitée. À tous les niveaux, d'ailleurs. J'ai publié il y a quelques années le journal d'un secrétaire de mairie d'un petit village du Vaucluse. Or, ce secrétaire de mairie de Saturnin-les-Alpes est un républicain absolument fervent. Et il a, pour le 14 juillet, des mots extraordinaires. 14 juillet 1942, fête de la République, fête de la résistance aux méthodes actuelles, fête de l'espérance. La radio anglaise a demandé qu'on pavoise partout, et ça a été fait même dans son village, comme dans d'autres villages. Et le général bien français De Gaulle a prescrit des cortèges dans certaines artères de nos villes. Et le 14 juillet 1943, le même Paul Masselin écrit ceci, que l'on va retrouver sous plusieurs plumes d'ailleurs, 14 juillet 1943, que je retrouve la page. Voilà. 4e fête nationale qui ne doit pas être fêtée officiellement. Alors, Vichy n'a pas osé abolir la fête nationale, mais a voulu la remplacer par d'autres fêtes, la fête de Jeanne d'Arc en particulier. De fait, elle n'est pas célébrée. Fête nationale qui ne doit pas être fêtée officiellement. Comme on regrette encore plus le bon vieux temps, ce jour-là, on aurait même fini par ne presque plus faire attention à cette bonne fille de République, mais combien on la regrette à présent. On a les mêmes phrases sous la plume de Louis Gros dans son bouquin dont je parlais, République toujours. Et puis, comment ne pas citer Marc Bloch, qui vient de rejoindre Jean Moulin au Panthéon. Marc Bloch a écrit un texte absolument magnifique, « Pourquoi je suis républicain ». Il écrit à peu près au même moment où mon secrétaire de mairie écrit son journal. Et dans ce texte, Marc Bloch écrit ceci: « La République, aujourd'hui, apparaît aux Français comme le régime de tous. Elle est la grande idée qui, dans toutes les causes nationales, a exalté les sentiments du peuple. C'est elle qui, en 1793, a chassé l'invasion menaçante. Elle qui, en 1870, a galvanisé contre l'ennemi le sentiment français. C'est elle qui, de 1914 à 1918, a su maintenir pendant 4 ans, à travers les plus dures épreuves, l'unanimité française.
Ces gloires sont celles de notre peuple et ces défaites sont nos douleurs. Dans la mesure où l'on avait pu arracher aux Français leur confiance dans la République, ils avaient perdu tout enthousiasme et toute ardeur et se sentaient déjà menacés par la défaite. Et dans la mesure où ils se sont redressés contre le joug ennemi, c'est-à-dire la résistance, c'est spontanément que le cri de « Vive la République » est revenu sur leurs lèvres. C'est la raison pour laquelle, je terminerai là, je suis absolument indigné quand je vois aujourd'hui ces gens qui n'ont pas de légitimité pour se revendiquer de la République faire comme si elle était à eux. Ces gens-là, demain, vont revendiquer la résistance comme s'ils ont fait la résistance et comme si la résistance était dans leur gène. La République, comme la résistance, elles ont une histoire. Elles ont une histoire que l'on ne peut pas nier. Ce ne sont pas des slogans, ce ne sont pas des paroles dans l'air. Cette histoire, c'est une histoire de combat, c'est une histoire de mort, c'est une histoire souvent tragique, c'est une histoire glorieuse. C'est la nôtre qu'il faut défendre. Je vous remercie. Je crois qu'il n'y a plus grand-chose à rajouter après les propos de Jean-Marie Guillon, si ce n'est vraiment à remercier nos deux historiens qui ont fait quand même un long chemin ce soir pour venir nous régaler. J'avais dit dans mon propos introductif que ce soir, il y avait une exigence de connaissance parce qu'il s'agissait plus de l'avenir que du passé. Je crois qu'il y a un message ce soir qui a été transmis. Et je crois que c'était important qu'il soit transmis un 10 juillet. Voilà. En guise de conclusion, je crois que, monsieur le maire, vous pouvez adresser quelques mots. En tout cas, l'Association nationale des anciens combattants de la résistance est particulièrement heureuse de vous avoir réunis. Il vous donne rendez-vous pour d'autres rencontres. Et en tout cas, vous souhaite une bonne fin de soirée. Monsieur le maire, à vous la parole. Merci. Reste là. Reste avec moi. Merci, mon cher Jean-Patrick. Merci à nos deux brillantissimes conférenciers. Merci à vous tous qui entretenez la flamme de la République. Merci aux organisateurs, mon directeur de cabinet, Madame Delot, qui s'est dévouée corps et âme pour le succès de ce moment avec la Rose et le Réséda. Merci à Canal D d'être présent et de retransmettre bénévolement ce moment important pour la République, pour la mémoire. Je salue les élus qui sont présents, dont monsieur le maire d'Ampus, l'ancien maire de Draguignan, Christian Martin, conseiller municipal adjoint Jean-Daniel Santoni, ceux qui sont conseillers actuellement, la présidente de la société d'études que connaît bien Jean-Marie Guillon pour y être venir à moult reprises, notre centenaire résistante ici présente, Madame Leleu. Bravo. Un moment important, connaître le passé, c'est comprendre le présent et préparer l'avenir. Voilà, tout est dit. Merci pour votre présence à tous. Et puis, au 14 juillet, c'est-à-dire à Draguignan, le 13 au soir. Vive la République, vive la France!